John se tenait seul près de la tombe fraîchement creusée, désirant, serrant son cœur. Tous ceux qui avaient assisté aux funérailles et à l'enterrement de sa femme, Maria, étaient déjà partis lentement, mais John ne pouvait se résoudre à détourner son regard du petit monticule de terre à l'intérieur de la clôture fraîchement peinte, avec un petit monument temporaire solidement recouvert de couronnes. Ça et là, sur les rubans autour des couronnes, étaient inscrits les mots « Amour, souvenir, chère fille, épouse bien-aimée ». Les pensées étaient confuses, s'interrompant mutuellement et disparaissant inachevées. John s'assit sur le banc près de la tombe de sa femme. « Pourquoi, Maria ? Pourquoi ? Pourquoi m'as-tu quitté ? Comment puis-je me réveiller seul et m'endormir sans toi ? Comment puis-je survivre à la journée sans entendre ton rire vivant et contagieux ? Pourquoi ? Tes mains caressantes ne toucheront plus jamais mes cheveux, et plus jamais tu ne m'enlaceras avec un sourire, me libérant de tous mes chagrins et de toutes mes difficultés. Ce n'est pas juste, Maria. Tu n'aurais pas dû partir avant moi. » L'homme baissa le visage dans ses mains et pleura amèrement, tout comme lorsqu'il était enfant, lorsqu'il perdit sa mère. John et Maria s'étaient rencontrés à l'institut où, au premier regard, ils s'étaient sentis être un. Ils s'étaient rencontrés à la cantine de l'institut. S'étaient retrouvés à la même table, et ne s'étaient jamais séparés. Après l'université, ils avaient eu un mariage étudiant bon marché mais bruyant et amusant. Le couple avait obtenu une petite chambre dans le dortoir de l'entreprise où ils avaient été affectés. Après la remise des diplômes, les jeunes mariés étaient ravis car ils s'étaient trouvés dès le début, pas par tâtonnement. C'était une sorte de destin qui avait décidé de prendre un raccourci vers le bonheur. Maria s'occupait activement de l'organisation des choses, et John travaillait dur, mais il travaillait avec diligence et connaissait bientôt un succès considérable. Il était devenu habituel dans leur famille que John soit le gagne-pain, et Maria le foyer du foyer. Le mari lui-même insistait sur cette disposition. Il était important pour lui de rentrer dans un appartement confortable et nouvellement acquis où tout brillait de propreté, et où une table était toujours mise avec le déjeuner et le dîner préparés par les mains attentionnées de sa femme. Où il était toujours accueilli à seuil par Maria magnifiquement habillée, elle l'aidait à enlever son manteau, il s'asseyait à la table magnifiquement dressée. Sa femme lui posait des questions sur la journée, et il se détendait complètement, se livrant au pouvoir de la chaleur et de l'amour. Il ne disait jamais non à sa femme. Il achetait des bijoux chers et faisait de beaux cadeaux. Heureusement, au travail, un homme avait atteint une haute position, ce à quoi la femme attentionnée avait contribué en organisant les arrières. John avait confiance en sa femme comme en personne d'autre. Leur famille servait de modèle de loyauté et de bien-être familial, même lors de longs voyages d'affaires où Maria ne pouvait pas l'accompagner. L'homme ne doutait pas de sa femme du tout. Elle appelait son mari plusieurs fois par jour, lui rappelant ce qu'il devait manger, lui conseillant quoi porter pour un événement particulier. Un tel soin touchant amusait un peu l'homme. « Maria ? Eh bien, c'est amusant, vraiment. Je suis un homme adulte, je peux m'occuper de moi-même d'une manière ou d'une autre. » Qu'est-ce qu'un homme adulte, riait Maria. Te souviens-tu des photos que tu as ramenées de ton dernier voyage d'affaires ? Mon mari adulte est assis à la table parmi des gens sérieux, et des chaussettes de couleurs différentes dépassent dessous son pantalon. À des moments comme celui-ci, John était gêné de s'excuser. Eh bien, c'est assez. Une fois dans l'obscurité, il s'est habillé, et ça, tu ne peux pas l'oublier. La seule chose qui contrariait vraiment l'homme était le fait que lui et sa femme n'avaient pas d'enfants. Les choses ne fonctionnaient pas. Ils ont visité toutes sortes de cliniques spécialisées, mais sans résultat. Ensuite, John a proposé à sa femme de prendre un enfant de l'orphelinat. Mais soudain, il rencontrait toujours Maria. Brusquement, elle refusait. « Pourquoi, Maria ?» dit son mari, étonné. « Ce sont les mêmes enfants, petits et démunis, ayant besoin d'amour parental et de tendresse, encore plus nécessiteux. Ils ont eu de la malchance dès la naissance. » Non, la femme refusait obstinément. « Je veux seulement notre bébé. Je n'accepterai pas celui des autres. L'enfant doit avoir tes traits et les miens, tant physiques que caractériels. Je dois le voir comme une extension de toi et de moi. Je n'accepterai rien d'autre. » Le refus catégorique de sa femme surprit John, mais il l'accepta et ne proposa plus jamais l'adoption. Maintenant, le couple vivait, consacrant tout leur amour et leur attention l'un à l'autre. Tout aurait été bien, mais le malheur est venu d'où il ne s'y attendait pas.
Maria a été diagnostiquée d'une tumeur maligne, malheureusement, à un stade avancé qui ne pouvait pas être retiré chirurgicalement. Il était comme si la vie s'était arrêtée pour John, il ne remarquait plus ce qui se passait autour de lui au travail, dans la ville, dans le monde. Sa femme malade est devenue le centre de l'univers, ne faisant confiance à personne pour prendre soin de Maria. L'homme a pris de longues vacances. Combien de seuils John a-t-il franchi pendant ces mois, cherchant un remède à sa condition, et combien de fois a-t-il persuadé, supplié et insisté auprès de Maria pour qu'elle accepte l'opération. « Maria, chérie, j'ai trouvé un hôpital en Allemagne prêt à faire l'opération. Allons-y, Elia. Toi et moi avons une petite chance. » Pas besoin, sourit sa femme fatiguée. Sois patient. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Dommage de te laisser seule. Tu es tellement dépendant, inadapté. À ces moments-là, John détournait le regard de sa femme pour qu'elle ne puisse pas voir les larmes couler sur son visage. Un jour, l'homme lisait à haute voix un vieux roman, assis près du lit de sa femme, et il s'endormit imperceptiblement. Soudain, il se réveilla en sueur froide et saisit la main de Maria. « Maria, chérie, j'ai rêvé tout à coup que tu étais partie, essaya-t-il de sourire avec des lèvres tremblantes. Maria ne répondit pas, elle l'avait déjà quitté tranquillement dans son sommeil. C'était comme s'il l'avait attrapée en train de prendre son dernier souffle en somnolent. Maintenant, John pleurait amèrement assis près de la tombe de Maria, et il ne pouvait pas se résoudre à rentrer chez lui. Elle resterait ici, sous terre, sa douce Maria, sa bien-aimée qui s'était consacrée à son soin. Finalement, l'homme se leva péniblement et se dirigea lentement vers la maison, se retournant de temps en temps et cherchant une nouvelle tombe. Chez lui, c'était vide et froid, tout comme dans son cœur. Sans se déshabiller, John entra dans une chambre et s'allongea aux côtés de sa femme, chaussures aux pieds, restant ainsi pendant longtemps, respirant cette odeur tant aimée. Il faisait déjà bien sombre. Il s'assit sur le lit, alluma la veilleuse, et prit une photo encadrée entre ses mains. Comme ils étaient joyeux et drôles ici. Aucun d'entre eux n'avait de pensée de mort, tout comme le disaient le maître et Marguerite, les êtres humains sont mortels, mais ce n'est pas grave. Le problème, c'est qu'ils sont parfois soudainement mortels. Ces mots ne pouvaient maintenant mieux exprimer sa condition. Il n'avait jamais imaginé qu'il perdrait sa bien-aimée si tôt, soudain. Ses doigts ressentirent un épaississement incompréhensible dans le cadre. L'homme démonta le cadre, enleva le verre, et découvrit une autre photo derrière la leur. La vieille photo montrait un bébé inconnu. Ne comprenant rien, John retourna la photo et lut une inscription mystérieuse, Vital Johnny et une date. Pas d'autres explications. L'homme passa beaucoup de temps à tourner la photo dans ses mains, essayant de comprendre ce que tout cela signifiait, alors que le patronyme de l'enfant était le sien. Pourquoi la date alors qu'ils étaient déjà mariés depuis plusieurs années, et pourquoi, après tout, sa femme gardait-elle la photo et la tenait-elle secrète à son mari? Les soupçons les plus incroyables commencèrent à lui venir à l'esprit. Impatient, John enleva ses vêtements d'extérieur et se rendit à la coiffeuse de sa femme. En fouillant dans de nombreux tiroirs, il tomba sur une pile de lettres. C'était la correspondance de Maria avec son amie d'enfance de l'extérieur de la ville, Cecilia. Ramassant la dernière lettre et parcourant les salutations dans les commérages, l'homme, se détendant avec une prémonition désagréable, lisait Maria. « J'ai rendu visite à Johnny, tellement grandi en 2 mois alors que je ne l'avais pas vu. Et quel beau garçon! Vous devriez voir comment il plisse drôlement les yeux, tout comme son père. » Le cœur de John s'accéléra, plissant comme son père. Il avait l'habitude de plisser les yeux quand il parlait aussi. Ça ne pouvait pas être. Il commença à ouvrir toutes les lettres en rang et à lire du premier au dernier mot, des lignes et des lettres défilaient devant ses yeux et formaient une image nette. Mais qu'était-ce? C'était quelque chose d'inouï. Vil et honteux, une disgrâce pour sa chère Maria, dont la décence n'avait jamais été mise en doute. Il s'avéra qu'au cours d'un de ses longs voyages d'affaires, sa femme avait porté et accouché d'un enfant, son fils, et avait abandonné le bébé à la maternité en signant les papiers nécessaires. Il s'avéra que le garçon était né avec une malformation cardiaque congénitale, et les médecins conseillèrent de laisser le nouveau-né, convaincus que le garçon ne vivrait pas longtemps. John se prit la tête et gémit. « Que as-tu fait, Maria? Pourquoi ne m'as-tu pas tout dit? C'est notre fils. Comment as-tu pu faire ça? Nous avons trahi le bébé en l'abandonnant. »
Incapable de faire face au chagrin qui l'accablait, l'homme entra dans la cuisine, se versa un verre de vodka et le but d'un trait. Et ainsi, il resta dans la cuisine, buvant et ne s'enivrant pas, sans allumer la lumière jusqu'au matin. Au premier rayon du soleil, John se leva, appela un taxi et se rendit dans la ville natale de sa défunte femme, chez cette amie, Cecilia. Une Cecilia endormie ouvrit la porte à John, qui appuya sur le bouton de la sonnette et ne lâcha pas son doigt. John. Elle fut effrayée par l'apparence négligée de l'homme. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi es-tu là? Pourquoi es-tu habillé comme ça? Es-tu ivre ?» Sans répondre, John entra dans la cuisine et montra une chaise à Cecilia. « Assieds-toi. Dis-moi quoi dire. » Elle ne comprenait pas. John sortit une photo de l'enfant de sa poche intérieure et la jeta sur la table. « Dis tout. » Cecilia était gênée. « Tu sais tout, je sais, mais pas tout. Dis-moi. » « Eh bien, oui, Johnny est ton fils. Du côté de la femme, il est né lorsque tu étais en voyage d'affaires à l'étranger pendant 7 mois. Maria ne te l'a pas dit au début pour te surprendre à ton arrivée. Elle était heureuse, volant sur des ailes, tu sais. Elle voulait te donner un bébé. Mais quand le bébé est né, on a découvert qu'il avait une malformation cardiaque, et ils ont dit que le garçon ne vivrait même pas 1 an. Maria était dévastée. Elle ne voulait pas te contrarier, ne voulait pas te faire subir une épreuve aussi cruelle. Elle t'aimait sans mémoire et a décidé de faire face à son chagrin seule. Elle l'a seulement partagé avec moi, et j'ai promis de suivre le destin du garçon et de tout lui dire. Alors je l'ai fait. Tu sais que je travaille dans un hôpital, j'ai des contacts. Je n'ai pas laissé Johnny hors de ma vue. Quel âge a-t-il maintenant? 4 ans, dit Cecilia. Il est tellement mignon et si intelligent. Il est maintenant dans un orphelinat. Je lui rends visite, Maria m'envoyait de l'argent pour des cadeaux tout le temps, mais personne ne l'adopte. Personne ne veut adopter un garçon malade. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui. Johnny frappa son poing sur la table. Comment ose-t-elle me priver de mon fils? Comment ose-t-elle prendre une décision aussi sérieuse seule? Après tout, je suis son père, et c'est mon fils. Dis-moi immédiatement l'adresse de l'orphelinat. Quand l'enseignant a amené le petit Johnny dehors, l'homme a retenu son souffle avec tendresse, et ses yeux picotaient car ce garçon ressemblait à sa mère et à lui-même quand il était enfant. « Bonjour, Johnny », il tendit la main vers le garçon. Le garçon serra la main tendue. « Bonjour, qui es-tu? Je suis ton papa, mon fils. » Ton papa? Le garçon plissa les yeux incrédulement, tout comme son père. « Et tu ne mens pas? » Je ne mens pas, mon fils. Sois juste patient, je vais te sortir d'ici bientôt. Il a presque fallu 2 mois pour rassembler tous les documents. Test ADN. Vérification de la paternité devant le tribunal. Finalement, John a ramené son fils à la maison. D'abord, le père et le fils ont subi un examen complet et ont confirmé le diagnostic initial. Immédiatement, il a contacté une clinique à l'étranger, et John a pris rendez-vous pour une intervention chirurgicale urgente. 1 an après la chirurgie cardiaque, le garçon était complètement en bonne santé, mais son père le protégeait de toutes les manières possibles contre des stress inutiles. Ce qu'avait John de plus précieux, sa propre petite famille. Il avait un fils bien-aimé qui, par moments, lui rappelait de manière effrayante sa mère. L'homme a emmené son fils sur la tombe de sa mère et lui a dit que sa mère avait été malade pendant longtemps et ne pouvait pas s'occuper de lui. Maintenant, elle s'est transformée en ange, veillant sur eux depuis le ciel et s'assurant qu'ils vont bien. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Partagez vos émotions avec moi dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'aviez aimé, n'hésitez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et d'activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos.